types de pathologies différentes. On a ce qu'on appelle des arthrites, qui sont des infections de l'articulation, et les ostéomyélites. Ce sont des infections métaphysaires et des épiphyses au contact des cartilages de croissance. Arthrite, ça vient d'articulation. Ce sont des infections avec présence du liquide infecté du flux à l'intérieur de l'articulation. Ostéomyélite, ostéomyélite, c'est infection osseuse et myélite, c'est la moelle osseuse. C'est-à-dire que ce sont des infections qui siègent au niveau des métaphyses, épiphyses et en contact des cartilages de croissance. Plan du cours pour les ostéomyélites. On va commencer par les ostéomyélites. Le plan du cours qu'on voit ici, il contient la physiopathe, bien sûr. Physiopathe bactérieux, oui. Docteur, est-ce qu'il y a une présentation? تبدلت مش le même cours. Ah d'accord, سمعنا نديرو هكا avec الكاميرا ويب كام. كيفاه؟ دكتور اسكو سمع وي رانا نشوفك في الويب كام ماناش نشوفو في سما في الكري. Non, c'est rien, docteur. Ok. Bon, c'est bon maintenant, vous visualisez le PDF? Oui, docteur, oui. Très bien. On a dit, je me répète rapidement, on a les infections ostéo-articulaires. Il y a deux groupes, deux gros chapitres de pathologies différentes. Les arthrites, ce sont les infections qui sont au niveau des articulations. Les ostéomyélites, ce sont les infections qui viennent osseuses, et myélite, c'est-à-dire moelle osseuse, et bien sûr, métaphyse, siège au niveau de la métaphyse, et les épiphyses, en contact du cartilage de croissance. On va entamer notre cours par les ostéomyélites. Ostéomyélite, plan du cours, vous voyez ici, physiopathe, bactérieux, clinique, biologie, imagerie, évolution, diagnostic, différentiel, et bien sûr, traitement. Concernant l'ostéomyélite, sur le plan physiopathe, toute infection d'origine hématogène à l'occasion d'une septicémie, c'est un choc septique sur une décharge bactérienne massive au niveau du sang. Une bactériémie, c'est une diffusion du germe et passage du germe à travers le sang sans qu'il y ait symptômes cliniques. C'est-à-dire que c'est un vecteur. Par contre, l'autre, c'est une décharge. C'est la guerre au niveau du sang. Et généralement, à l'occasion d'une infection hématogène de l'os qui est souvent en croissance, le germe le plus incriminé dans l'ostéomyélite, c'est le staphylocoque. Généralement, l'ostéomyélite, elle atteint préférentiellement les métaphyses des os longs, au contact de la plaque de croissance et l'épiphyse fertile. Donc, la croissance, c'est le cartilage de croissance. L'atteinte du cartilage de croissance, naturellement, joue un rôle de barrière. C'est-à-dire, il bloque la diffusion de l'infection osseuse de la métaphyse vers l'épiphyse. Mais, parfois, on trouve l'infection tellement massive que le cartilage de croissance est atteint et détruit par l'infection. Et là, on aura des déformations du membre et un décalage de croissance responsable des laxations et déviations du membre. Toujours en physiopathe, vous savez que la vascularisation métaphyso-épiphysaire, les artères métaphysaires qui sont en contact du cartilage articulaire vont se jeter dans des boucles veineuses et vont se drainer dans de vastes lacs sanguins en estomac. C'est un schéma. C'est-à-dire qu'au niveau ici, au niveau des métaphyses, comme vous voyez ici, c'est une métaphyse distale du tibia. La vascularisation afférente va venir, les artérioles vont venir, ils vont drainer, au niveau de contact de la plaque conjugale, les afférences, c'est-à-dire les artérioles, vont se dilater et au niveau constitution de lac, des zones d'échange entre les différents le sang et les différentes constitutions de l'os. Et là, ces lacs sanguins vont se retrouver, dire une boucle, et la boucle de le retour veineux, c'est le drainage veineux. Lorsqu'il y a une infection, au niveau de l'os métaphysaire, l'agent microbien causal, généralement meningé, soit par inoculation directe, c'est-à-dire à l'occasion d'une passage directement, inoculation directe, par exemple, là, il reçoit un choc traumatique, il y a une plaie ouverte, une plaie au niveau de la zone osseuse, une fracture ouverte, ou la traumatisme, ou là il y a directement un objet pénétrant à l'intérieur de l'os, inoculation directe. Soit par contiguïté, c'est-à-dire c'est une infection des zones latérales, des zones contiguës, en contact de l'os, soit par hématogène à l'occasion d'une bactériémie ou d'une septicémie. Là, il sera le passage du germe. On aura bien sûr une infection métaphysaire. Cette infection métaphysaire, au niveau de la métaphyse, là, il y aura une infection métaphysaire, il y aura une inflammation locale.
Cette inflammation locale, elle va entraîner quoi? Au niveau des vaisseaux, les afférences, comme vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, les afférences ici, les vaisseaux vont ramener le germe des lacs sanguins, les lacs là constitués par des boucles. Et une fois que les lacs sanguins il stagnifie le germe il va se développer, il va faire des thromboses, ce qu'on appelle des thromboses septiques. Les thromboses septiques ils vont boucher l'échange entre artères et veines et on va avoir une stase veineuse. Cette stase veineuse va faire quoi? Et encore, elle va créer un cercle vicieux, cette stase veineuse. Quitte créer le cercle vicieux, le germe va carrément se multiplier encore plus. Il va trouver le milieu plus adéquat. Il y a une inflammation, il y a de la rougeur, il y a une stase veineuse, il y a des thromboses septiques qui vont se multiplier. Tout cela va entraîner quoi? Une réaction importante, une réaction très importante, et va entraîner une multiplication du germe, et il va y avoir la réaction défensive du corps humain et formation du pus. Cette œdème réactionnelle qui va cheminer, comme vous voyez ici, il va y avoir la formation du pus, avec formation d'un œdème localisé au niveau de la métaphyse. Cet œdème, il va déborder à travers la corticale et il va sortir, comme vous voyez ici, faire sortir le pus en entraînant un décollement périostique, par suppression d'un décollement périostique. Donc là, il décolle le périoste et il va lui aussi être le siège d'une nouvelle collection constituée par un abcès sous-périostique. Toujours cette hyperpression, vous voyez que l'abcès sous-périostique s'est constitué, cette obstruction, cette hyperpression au niveau de la métaphyse, plus l'obstruction vasculaire, les vaisseaux, il y a un problème de stase et d'obstruction par les thromboses septiques, une nécrose osseuse. Ce qui est noir, c'est l'os qu'on voit, il a commencé à nécroser. Là, c'est un os qui est nécrosé. Et l'os qui est nécrosé, séquestre. C'est un os qui retient le germe, mais qui n'arrive pas à le garder, qui n'arrive pas à faire diffuser l'antibiotique à l'intérieur. L'os, il voulait le réservoir du germe. D'où le passage à la chronicité. Le cartilage conjugal, comme vous voyez sur le schéma là, le cartilage conjugal joue un rôle de barrière. Il bloque le passage de l'infection de la métaphyse vers l'épiphyse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vascularisation communicante entre métaphyse et épiphyse. Là, le cartilage, il bloque, il n'y a pas de vaisseau qui passe. Cependant, un des nourrissons, le nouveau-né, qui a une particularité, selon la théorie de Creta, c'est un savant qui a cherché, qui a trouvé que durant la période néonatale et les mois qui suivent, il y a un passage vasculaire, il y a une communication vasculaire entre métaphyse et épiphyse. C'est pourquoi un des nourrissons de bas âge, le nouveau-né, des infections, on retrouve des infections localisées au niveau qui passent de la métaphyse vers l'épiphyse, à travers le cartilage de conjugaison. Mais chez le nourrisson, le grand enfant, le nourrisson, le passage méconnaît parce que cette afférence de Kenskena à la période néonatale va disparaître. Mais une fois qu'elle a disparu, le cartilage change de fonction et devient une zone de croissance osseuse et bien sûr une zone de barrière par rapport à la diffusion du germe. Sur le plan bactériologique, bien sûr, après 3 ans, le Staphylococcus aureus, il constitue 90% des germes les plus éliminés. D'autres germes, c'est le strepto, le salmonella. Chez le salmonella, on le trouve chez les drépanocytoses. Chez les drépanocytaires, c'est ceux qui sont propices au développement des ostéomyélites aux drépanocytoses. Pardon, au salmonella. On a aussi les pneumocoques, le bacille gram négatif chez les terrains prédisposés. Chez le nouveau-né, les jeunes nourrissons, ce sont les infections d'hygiène materno-fétale, les infections néonatales, les infections nosocomiales, notamment chez le prématuré qui séjourne durant les soins intensifs. Le staph, qui est sensible aux antibiotiques, qui est une multirésistante dans un certain nombre de cas. Et chez les chiacolis, le strepto et le piosonique. Rarement, on a l'hémophilus influenzae et le pseudomonas. C'est pourquoi les antibiotiques entre les différents âges, ils changent. Chez le nouveau-né et le nourrisson inférieur à 2 ans,
on écrimine beaucoup plus les infections qui sont liées à l'hémophilus influenzae. On utilise les comme antibiotiques, mais on utilise d'habitude le tafon. Mais supérieur à 3 ans, c'est 3 ans. Supérieur à 3 ans, on incrimine les staphylocoques et on se contente d'habitude on se contente de l'usage de Facidal. Sur le plan clinique, généralement, c'est le jeune garçon qui n'a aucun antécédent. Quand il vient, il est fébrile avec une température élevée supérieure à 39. Il localise une douleur au niveau d'un membre, un segment d'un membre, avec une impotence fonctionnelle bien marquée, voire totale. Il n'arrive pas à marcher, ni se mettre debout, ni à mobiliser son articulation. Chez le nourrisson, l'itération elle est plus marquée, elle est plus importante de l'état général, avec un refus des tétés, des fièvres, on peut avoir même des conditions fébriles. L'interrogatoire, notion d'inflammation, une porte d'entrée, habituellement ORL. Un traumatisme bénin, fréquent chez l'enfant incriminé à tort de retard de la consultation. C'est-à-dire, généralement, c'est les parents qui ramènent l'enfant, ils vous disent que oh, mon fils, il a mal de la cheville parce qu'il est tombé hier, il est tombé de sa propre hauteur. Ou là, il est tombé de son vélo, ou là, il est tombé, il a un traumatisme, les parents prennent ça à tort, ils disent traumatisme, mais non, c'est juste un justificatif pour eux. L'examen clinique, c'est la palpation attentive et douce qui va objectiver une douleur. Carrément, on va palper les métaphyses d'une manière circonférentielle. Par exemple, si on prend la métaphyse proximale du tibia au niveau du genou, on va palper la zone juxta-articulaire en bas. Et dès qu'on essaie de la palper d'une manière circonférentielle, c'est-à-dire tout le tour de la métaphyse, elle provoque une douleur exquise. Hein. Le patient, il commence à vous dire qu'il a mal. Hein. Le bébé il va commencer à pleurer. Si c'est un grand enfant, il ne va pas vous laisser toucher. Il va retirer son membre et il ne va pas vous laisser toucher. Et là, le diagnostic différentiel entre une ostéomyélite et une ostéoarthrite se fait là, durant l'examen clinique. Lorsqu'il y a l'articulation, elle est épargnée. La mobilisation, par exemple, ici on prend le tibia. Si on mobilise les genoux, on arrive à avoir une articulation qui est libre et mobile et indolente, sans douleur. Ce qui fait la différence avec une arthrite. L'arthrite, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'articulation, il y a un épanchement articulaire et dès qu'on essaie de la mobiliser, ça va provoquer une douleur. D'accord? Et secondo, qui dit articulation, généralement, surtout au niveau du genou, on peut palper l'épanchement par le signe de Vincent. On passe palpation des aires ganglionnaires. Les aires ganglionnaires au niveau du computé et au niveau de l'aine. Rechercher d'autres portes d'entrée, une plaie cutanée par exemple, un enfant fébrile qui présente une douleur osseuse métaphysaire circonférentielle avec une impotence fonctionnelle, tout nourrisson, fébrile, doit systématiquement rechercher une otite et palper les épiphyses fébriles, c'est-à-dire qu'on doit palper les épiphyses du tibia et du fémur. Parce que si l'enfant, c'est ce qu'on appelle, c'est la médecine muette chez un nourrisson. Il ne vous localise pas la douleur. Vous imaginez un enfant de 18 mois, un enfant d'1 an, un enfant de 10 mois. Vous allez l'examiner. Vous allez faire l'interrogatoire avec lui, même avec ses parents. Les parents, ils vont vous donner des antécédents. Mais l'interrogatoire en lui-même, sur l'enfant en même, impossible d'avoir des renseignements si on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pourquoi il faut être vigilant devant tout nourrisson fébrile. Première des choses à évoquer, c'est une otite, parce qu'il ne vous dira pas qu'il a mal aux oreilles. Secondo, il faut palper les aires ganglionnaires, faut palper les aires articulaires et les métaphyses. Là, pour localiser une zone qui va déclencher la douleur exquise, et c'est à partir de cela, on va continuer notre exploration. Sur le plan biologique, bien sûr, un processus infectieux, c'est standard. FNS, hyperleucocytose, bien sûr, au centre. La VS, elle est accélérée, mais elle constitue un élément de surveillance. C'est-à-dire, si aujourd'hui une VS normale, elle est à 20, on retrouve une VS à 50 ou à 90. Elle va témoigner et on instaure un traitement au patient. Si vous imaginez que la VS reste à 90, c'est-à-dire que le traitement est inefficace. Si elle augmente, ce traitement n'est pas du tout efficace. On est d'accord. Si par contre la VS descend, c'est qu'on est en bonne voie et qu'on est en train d'avoir la régression de l'infection.
La CRP, pardon, j'allais dire la PCA. La CRP, avec ce corona, on a tous perdu la boussole un peu, surtout durant cet été, on a passé un calvaire. J'espère que sur la spécialité comme actuellement, je ne voudrais pas avoir à franchir ce cap. La CRP, c'est Reactive Protein, c'est un marqueur d'inflammatoire très spécifique, non pas spécifique, large, mais qui permet de voir et d'apprécier l'inflammation et l'état de régression ou de son ascension. Et bien sûr, d'autres explorations des explorations des autres portes d'entrée, telles qu'une infection urinaire par une bandelette d'urine, la recherche du nitrite ou de constiturie. Les hémocultures lors des pics fébriles, à la recherche milieu de cas sanitaire, à la recherche de germes pour l'identifier. La procalcitonine, c'est un marqueur, bon, la procalcitonine, c'est un nouveau élément. Retenez-le, s'il vous plaît, parce que vous allez travailler avec eux. C'est un marqueur d'infection un peu spécifique bactérienne. C'est-à-dire quand la procalcitonine est augmentée, vous êtes devant une infection bactérienne. Le CBU et l'antibiogramme de plus, bien sûr. Tout au CBU, tout prélèvement de plus doit se faire par un CBU et par un antibiotique. On continue. L'imagerie. Là, l'imagerie, c'est une entité. Elle vient d'une manière décalée par rapport à l'examen clinique. Quand on dit imagerie, c'est-à-dire que la radiographie, ce décalage entre la clinique et l'imagerie, se fait d'un décalage de semaines, de 10 jours à 15 jours, voire 3 semaines. C'est-à-dire que le patient, la radio, elle est normale. Il y a une symptomatologie clinique qui est évidente, mais lorsqu'on réalise l'exploration radiologique, on les retrouve normaux. Il n'y a pas d'anomalie. Quelques signes qui peuvent évoquer une atteinte infectieuse, par exemple un flou au niveau des parties molles sous-jacentes, l'image en double contour, des zones lacunaires en coup de gomme métaphysaire, et parfois des images de séquestre, une image dense à contour régulier de taille variable. Il y a une image que j'avais, mais je ne l'ai pas mise. À revoir. D'accord. Un double contour, c'est-à-dire que c'est la réaction périoste. C'est un épaississement du périoste. Des zones lacunaires en coup de gomme métaphysaire. C'est quoi? C'est un effacement de la métaphyse. C'est une zone qui est vraiment qui de la gomme. Perte de substance osseuse du fait de l'infection. Mais parfois, il y a une zone dense, une image dense, c'est-à-dire blanchâtre, bien limitée, de taille variable, grande type, là, hautement évocateur d'un séquestre. L'échographie, c'est un examen simple, invasif et facilement reproductible. Généralement, il cherche l'échographie, elle permet de rechercher un abscisse sous périostée. L'épanchement au niveau de l'articulation adjacente, le rapport avec le cartilage de croissance. Comme vous voyez sur cette image, là, ça c'est une diaphyse, deux traits noirs. Ça c'est la diaphyse. Là, c'est la réaction, c'est l'ostéomyélite, c'est la réaction infectieuse qui a débordé, vous voyez, qui a débordé en dehors des corticales osseuses. On va voir ici, elle a débordé et elle a envahi les parties molles périosseuses. Ça, c'est une image avec effraction osseuse. Là, c'est la scintigraphie. Une scintigraphie a le nom spécifique d'infection. Vous voyez ici un épaississement, une noirceur au niveau, une hyperclarté au niveau de l'articulation de la hanche. Cette hyperclarté témoigne de l'inflammation, d'un hypercatabolisme du fait de l'inflammation et de la réaction de défense. C'est ça la scintigraphie. Elle n'est pas spécifique de l'infection. Une image pareille peut évoquer une inflammation, un processus tumoral, une infection. C'est pourquoi la scintigraphie, on la laisse que parfois dans les localisations qui peuvent être difficiles à explorer radiologiquement standard. Là, par exemple, localisation au niveau du rachis et un nouveau-né. L'exploration est normale, mais une scintigraphie prochainement, c'est ces images-là. L'IRM,
Généralement, l'IRM, c'est un élément très très fiable pour le diagnostic, mais son coût qui est un peu cher, malgré que son incidence radiologique n'est pas invasive, il n'est pas ionisant, mais son coût limite son utilisation. Son avantage, c'est qu'il permet de faire un diagnostic, de suivre l'évolution de l'ostéomyélite et d'apprécier la chronicité par des abcès intra-osseux. Comme vous voyez ici, ça c'est une radio standard. Ça c'est une radio standard. Il y a une image à l'intérieur de la métaphyse. Ça c'est éphémère. Hein? Ça c'est une image à l'intérieur de la métaphyse. Vous la voyez. Sur le plan IRM, vous voyez que cette réaction, elle est très étendue. Elle a dépassé carrément le cartilage. Elle l'a intégré. Là, non, pardon. Là, c'est pas une fonction du cartilage. Ça, une coupe intercondylienne. C'est la zone intercondylienne. Hein, d'accord. Vous voyez qu'ici, l'étendue de la lésion. On la voit ici. On mesure comme ça, mais au niveau de l'IRM, vous voyez que la réaction, elle est plus importante que ce qu'on voit sur le standard. Elle est bien limitée, elle est étendue, elle est hautement évocatrice d'un abcès de Brody, c'est-à-dire c'est un abcès intramédulaire. Et parfois, symptomatologiquement, il se manifeste que par une douleur. L'évolution. Le traitement, généralement, l'évolution, elle est bénigne, le traitement, sans séquelles. Le but du traitement d'une ostéomyélite aiguë, c'est éliminer l'infection, assécher l'inflammation et la reconstruction osseuse ad intégrale. La guérison est obtenue grâce au traitement chirurgical et au traitement antibiotique. Là, il y a une combinaison. Ce n'est pas systématiquement tous les foyers d'ostéomyélite traités chirurgicalement, mais en majorité, mais qu'il y en a une petite minorité que le traitement médical est suffisant. Les récidives sont fréquentes, généralement avec des périodes de rétention de fièvre et d'abcès, surtout dans les ostéomyélites chroniques. On a les ostéomyélites hématogènes, c'est-à-dire que plusieurs localisations osseuses en même temps sont possibles par diffusion hématogène, parce que le germe, lorsqu'il s'est diffusé dans le sang, il est venu s'incriminer et il est venu s'incruster dans plusieurs endroits pendant en même temps. Responsable d'abcès à distance. Il peut avoir des abcès au niveau du cerveau, du poumon, des septicémies, d'endocardites infectieuses. Ces ostéomyélites aiguës hématogènes, sans traitement, on peut avoir différents types d'ostéomyélites. L'évolution sans traitement, avec traitement c'est la rémission, voire la diffusion. Avec traitement, l'absence de traitement, on peut avoir plusieurs complications. La première des choses, c'est la fistulisation, avec écoulement du pus à l'extérieur. Comme vous voyez sur cette image-là, une ostéomyélite avec une diffusion. Vous voyez ici que c'est la zone métaphysaire proximale du fémur, du tibia, pardon. Et il y a la saillie du pus par là, la métaphyse, infection s'est propagée en médulaire, c'est-à-dire métaphysaire, puis elle a effractionné la diaphyse, puis elle est sortie en sous-périosté, elle a effractionné le périoste, puis elle est partie se diviser dans les parties molles, et après elle a rempli la peau et s'est extériorisée. C'est la fistulisation, c'est la première des choses à retenir. Deuxièmement, la pandiaphysite. La pandiaphysite, c'est une diffusion de l'infection sur la totalité de la diaphyse fémorale. Vous voyez ici la métaphyse qui s'est infectée, puis le germe s'est diffusé au niveau de la diaphyse. Il a donné un tableau d'une pandiaphysite avec une destruction de tout le cartilage, de tout l'os médulaire et cortical. Avec passage à la chronicité, et carrément c'est une souffrance là, c'est foutu, c'est bousillé, c'est un membre qui ne sert plus à grand chose. Les arthrites, diffusion du germe à travers le cartilage de croissance, quand on dit qu'il y a une destruction, un passage à travers le cartilage de croissance, c'est-à-dire que le germe est très puissant, et il est bien armé, il a réussi à confronter et à détruire la barrière que constituait le cartilage de croissance. Dans ce cas de figure-là, on aura une destruction aussi du cartilage de croissance et passage à l'épiphyse. Et ce qui dit épiphyse dit articulaire et ça devient une arthrite, une ostéoarthrite. Dans ce cas de figure, le cartilage articulaire, lorsqu'il est lésé, on va avoir un retentissement sur la croissance. Dans ce cas-là, on aura des épiphysiodèses. Pour les formes suraiguës, douleur tellement violente qu'on croit suraiguë, qu'on croit que c'est une fracture. Le tableau infectieux il est très sévère.
Pardon. Euh, les manifestations sont trop importantes pour qu'on croie que c'est une ostéomyélite. C'est carrément un tableau fracture. Les formes subaiguës, le début d'habitude il est insidieux. La symptomatologie elle est maigre. Les signes locaux ne sont pas très évidents. Dans les cas typiques, l'évolution elle est bénigne, généralement dans les formes subaiguës. Parfois, c'est une perturbation biologique. Les images radiologiques qu'on peut rencontrer, c'est un type de lacunes épiphysaires qui sont bien circonscrites, mais parfois une atteinte de la corticale. La forme chronique, le tableau clinique est plus bâtard, c'est-à-dire qu'il est fruste. On ne peut pas avoir on peut pas avoir un tableau clinique qui indique vraiment que c'est une pathologie infectieuse. Nous sommes devant une infection évidente, bien comme il faut. C'est un tableau trompeur. Là, des explorations qui vont aboutir au diagnostic, comme vous voyez ici sur la margée, un abcès de Brody rotulien. Vraiment, c'est pas évident d'explorer un abcès de Brody au niveau de la rotule. Selon le siège, chez l'enfant, les articulations les plus touchées, c'est le genou, la hanche et l'épaule. Chez l'adulte, c'est l'inverse, c'est le fémur, le rachis et le pied. L'adulte, c'est beaucoup plus le fémur. Diagnostic différentiel des ostéomyélites, tout processus infectieux, cellulite, arthrite, tumoral, les leucoses et les sarcomes. Les rhumatismales, c'est des rhumatismes articulaires aigus, l'arthrite chronique juvénile. Le traumatisme, tout traumatisme fébrile doit être pris en considération comme étant ostéomyélite jusqu'à premier contact. Une douleur plus fièvre, douleur localisée au niveau d'une articulation d'un segment, plus fièvre, signifie une ostéomyélite. Le traitement, bien sûr, le traitement, il se base c'est un trépied, c'est-à-dire que c'est 3 pieds. C'est un support à 3 pieds. Le support à 3 pieds est constitué de quoi? D'antibiotiques, d'un drainage et d'une immobilisation. L'antibiotique, bien sûr, se fera de manière précoce par voie intraveineuse. On utilise parfois une association de 2 antibiotiques bactéricides synergiques à 2 doses efficaces. Et après avoir réalisé un prélèvement, l'évacuation et un prélèvement et l'antibiogramme adapté, on passe à l'adaptation du traitement qui va durer jusqu'à 3 semaines. Puis, on arrête la voie IV et on passe à la voie péros qui sera maintenue jusqu'à 1 mois après la guérison clinique et normalisation de la vieillesse. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de clinique, il n'y a pas l'Europe, on continue à faire le traitement. Parce que le germe, il sait bien se cacher au niveau des spongieux osseux. Le traitement chirurgical, bien sûr, c'est l'évacuation de l'abcès. Il faut toujours évacuer. Et comment on évacue l'abcès à travers la métaphyse? C'est en réalisant un abord chirurgical, l'eau, les parties cutanées, et les parties sous-jacentes, parties molles. Et après, on réalise des traitements, c'est des trous à l'intérieur de la métaphyse. Grâce à un moteur électrique à d'une fraise, des trous. Et on lave à l'intérieur. On doit évacuer tout le contenu de la métaphyse. Une fois qu'on a lavé, et l'extériorisation du contenu septique, là, on peut revenir par drainage et fermer et drainer. L'exsudation va faire éliminer le reste de ce qui reste de l'infection à l'intérieur de la métaphyse. L'immobilisation, toute articulation septique, tout segment septique doit immobiliser systématiquement, à visée antalgique, première des choses, et deuxièmement, éviter la propagation de l'infection. C'est bon? On peut passer au deuxième chapitre? Des questions concernant le premier chapitre? Docteur, une question dans le chat. Quelle reste de questions pour le moment? عاوديني j'arrive pas à comprendre. Quelle reste de questions pour le moment, docteur, c'est le chapitre. Même Fouga 3. Ah, ok, regarde, pas bien. Attendez, je vais revenir. L'os nécrosé, c'est ce qu'on appelle chez nous un séquestre. La dernière phase de la propagation de l'infection. Attendez, pardon. Là, c'est la dernière phase. Hyperpression, obstruction vasculaire, os nécrosé, la nécrose osseuse, le séquestre, il va retenir l'infection, il va retenir le germe,
Et c'est grâce à lui qu'on aura la propagation de l'infection sur une longue période, c'est-à-dire passage à la chronicité. Un séquestre, c'est un os qui est mort, un os qui est dépourvu de ses attaches. Ces attaches sont constituées d'échanges avec des afférences sanguines, c'est-à-dire qu'il reçoit du sang et il reçoit du calcium, il reçoit ce qui est nécessaire pour le nutriment, pour la croissance. Si il est nécrosé, il ne reçoit plus grand-chose parce qu'il est limité et il ne reçoit pas de vaisseau. Et là, il ne reçoit pas d'antibiotiques. Et s'il ne reçoit pas d'antibiotiques, le germe va venir se cacher au niveau du séquestre, mais il va retenir et il va venir se protéger là-bas. Le séquestre, qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher le germe. Le germe, une fois l'infection s'est tarie grâce aux antibiotiques, et on a arrêté l'administration des antibiotiques, le germe caché au niveau du séquestre ne reçoit pas ces antibiotiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire surface et on aura réapparition d'un deuxième épisode, d'un troisième épisode et d'un quatrième épisode. Concernant la barrière cartilagineuse, là, durant les différentes phases de croissance osseuse, il y a le cartilage de croissance. Le nouveau-né, au niveau du cartilage de croissance, il fait une limite entre la métaphyse et l'épiphyse. C'est le cartilage de croissance chez le nouveau-né, le cartilage de croissance, il y a une communication à travers le cartilage de croissance entre la métaphyse et l'épiphyse par des vaisseaux. Le cartilage de croissance, il contient des vaisseaux. Des vaisseaux métaphyso-épiphysaires. Chez le nouveau-né, je vous dis, chez le nouveau-né. Mais à partir du troisième et du deuxième trimestre, là, on aura des difficultés à travers le deuxième trimestre. Il y a une obstruction, il y a, pardon, une communication. Au-delà du deuxième trimestre, ces afférences, ces vaisseaux vont se boucher. Et le cartilage de croissance ne sera plus une zone d'échange entre la métaphyse et l'épiphyse à travers les vaisseaux. D'accord? Et c'est pourquoi, avant le deuxième trimestre, il y a un échange. S'il y a une infection de la métaphyse, elle se diffuse au niveau de l'épiphyse à travers ces vaisseaux. Après, à partir du deuxième trimestre, ces vaisseaux vont disparaître. Et il n'y a plus d'échange. C'est-à-dire que l'infection métaphysaire ne passe plus dans l'épiphyse. C'est ce qui fait la différence. Maintenant, si vous voulez, on continue les ostéoarthrites. Docteur, oui, on continue, mais il y a quelques questions si vous voulez répondre. Attendez, le nom de malade. Disque atteinte aussi de la moelle osseuse. Ah non. Je continue. Attendez. Osteomyélite parce qu'il y a une atteinte de la moelle osseuse. Suite, elle a bien répondu. Ça a très bien. Parce qu'il n'y a pas. Quand on dit ostéite, c'est l'infection des corticales. Et quand on dit ostéomyélite, c'est une infection de l'os cortical plus de la moelle osseuse à l'intérieur. Quels sont les symptômes par exemple de l'atteinte de la moelle? Par exemple. Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas en hématome. Il n'y a pas d'autre signe. C'est un signe infectieux typique. Pas la peine d'aller chercher du bois là où on trouve du charbon. Douleur osseuse. Non, c'est pas ça. C'est pas une douleur osseuse, c'est une douleur circonscrite métaphysaire. C'est toute la métaphyse qui est souffrante. La douleur n'est pas une douleur à l'intérieur de l'os. On dirait que c'est ma grand-mère qui présente la symptomatologie. Essentiel. D'autres questions? La métaphyse seulement. Oui, c'est ça. C'est une douleur métaphysaire. Ils sont bien localisés.
D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, vous voulez, on passe au dernier chapitre, il ne reste pas beaucoup de temps. Ou arthrite. Il y a une différence à faire à la part des choses. Arthrite, c'est quoi? Épanchement septique intra-articulaire. Pur. C'est-à-dire que l'épiphyse, elle est épargnée. Ostéoarthrite, c'est un épanchement articulaire purulent, plus atteinte métaphyso-épiphysaire. Épanchement intra-articulaire purulent pur, sans atteinte, comment on a dit, épanchement intra-articulaire purulent avec une atteinte métaphyso-épiphysaire. Généralement, c'est 170% des atteintes articulaires. Destination hématogène du germe, responsable d'une atteinte de la synoviale, avec une arthrite, une métaphyse et ostéoarthrite. Ostéoarthrite, généralement, c'est une diffusion de l'infection à partir de la métaphyse. C'est-à-dire que la métaphyse, c'est le point de départ. Puis elle se divise puis elle se diffuse au niveau de l'épiphyse, puis on aura un passage au niveau de l'articulation, à travers le cartilage articulaire. Parfois, on aura une atteinte, la synoviale, responsable par une arthrite métaphysique. Non, ça, c'est une phrase, c'est pas la peine. On a dans des cas de figure qui sont rarement, c'est rare qu'on a une infection métaphysaire, une infection articulaire, et le passage au niveau de l'épiphyse ne se fait pas systématiquement, c'est rare. Hein. La majorité des cas, on aura une infection articulaire, c'est par exemple une bactériémie, le germe va venir se localiser au niveau de la capsule et de la synoviale articulaire. Et au niveau de la synoviale, il y a une réaction inflammatoire, commencer le processus le processus de riposte et de défense. La synoviale, il le germe, il couche en intra-articulaire par l'exsudation et par mécanisme d'extériorisation. Alors, il sera un épanchement à l'intérieur de l'articulation, mais c'est rare qu'on a qu'est-ce que le germe et le liquide, s'il se prolonge au-delà de 24-48 heures, on aura une destruction du cartilage articulaire. C'est le cartilage qui va être détruit et on aura on aura un risque d'avoir des raideurs comme séquelles, raideurs et ankylose de l'articulation. Le passage à l'épiphyse sous le cartilage, c'est vraiment une longue durée, mais le germe, il casse le cartilage, il faut l'épiphyse, il faut la métaphyse. Ça, c'est des cas de figure rares, d'accord? Majorité, le schéma, c'est l'ostéoarthrite, c'est l'ostéo, c'est-à-dire c'est l'ostéomyélite, la métaphyse, faut l'épiphyse, l'épiphyse, c'est le cartilage, faut le cartilage articulaire et elle se dissémine au niveau intra-articulaire. Ça, c'est le schéma standard. Le schéma inverse, c'est rare. Sur le plan épidémiologique, l'âge, 65% avant 5 ans. Sur le plan épidémiologique, on a l'âge 65% des cas avant 5 ans. Le genou, c'est 2 fois par rapport à tout ce que plus la hanche. Le nourrisson, le nouveau-né, c'est la hanche qui est le plus touchée. Le germe plus incriminé, sur l'âge, on aura de 0 à 5, de 0 à 5 mois, c'est un stade doré. C'est le plus incriminé. En deuxième position, c'est l'entérobactère. En troisième position, c'est le pneumocoque. Ça, c'est de 5 mois à 30 mois, c'est un hémophilus. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le plus incriminé. 30 mois, c'est l'hémophilus qui change. Concernant le diagnostic positif, là, on va prendre comme type de description. On va prendre comme type de description l'ostéoarthrite de hanche du nourrisson. Le tableau, il est fulgurant, croyez-moi. Et c'est grave, hein, c'est grave. La tête du fémur proximal, c'est quoi? C'est un cartilage, c'est un galbe cartilagineux. C'est une boule de ping-pong, la maquette cartilagineuse. Cette maquette cartilagineuse, mais comme elle donne un pouvoir d'extrémité, la hanche du nourrisson, c'est le tiers de croissance du membre inférieur. C'est-à-dire que la tête, vous imaginez que la hanche du nourrisson, elle est atteinte, c'est-à-dire que le membre inférieur, il est condamné. Ce sera un membre détruit.
raide, qui ne marche pas bien, qui ne s'articule pas bien, et second dos avec un retard de croissance. Imagine du tiers. Si votre membre inférieur mesure 1 mètre, celui-là, le patient qui a détruit sa hanche par une infection, il fait 70, hein, carrément. C'est un futur handicapé. Il ne pourra même pas mettre une prothèse. En plus, chez nourrisson Ada, le syndrome infectieux il est typique. Hein. Fièvre, altération d'état général, le refus de téter, les convulsions, on aura même des septicémies. Parfois, la symptomatologie est moins adaptée parce que les parents ont tendance à mettre les antibiotiques à tort et à travers de manière abusive. Et le tableau clinique sera par une fièvre modérée, une petite altération d'état général, et un enfant qui sera. Le mouvement, les amplitudes articulaires seront limités. Parfois, il peut des signes digestifs, voire locaux qui sont modérés. Le patient, notre nourrisson, il sera dans une position antalgique, avec flexion, abduction, rotation. Ce sera une flexion, abduction, rotation. Rotation bon, externe. Il fait la position presque d'une grenouille, mais c'est pas une grenouille, c'est pas la position batracienne. Presque une grenouille. Limitation de la mobilité passive, l'enfant il bouge mal. Il refuse de téter, il refuse de s'appuyer, il refuse de se prendre en position assise parce qu'il a mal. Et le membre, il est pseudo-paralytique, il ne mobilise même pas. C'est le côté sain, le côté malade, mais il parce qu'il a mal. Et ça lui fait beaucoup mal. Les signes locaux, généralement, c'est un œdème au niveau de la racine de la cuisse qui va impacter le périnée, une petite œdème avec rougeur. Si l'infection elle est importante, l'inflammation va se diffuser, on aura une sensation d'empattement, c'est-à-dire que les parties molles deviennent de plus en plus rigides. Surtout au niveau de la région inguinale et obturatrice. Sur le plan biologique, c'est la même symptomatologie, le polynucléose, une VS accélérée, une CRP positive, la procalcitonie, le marqueur bactérien, il est positif. Les prélèvements bactériologiques ORL, ombilical, urinaire, sel, cutané et antibiogramme, bon, il y a beaucoup d'indolome à la recherche d'une porte d'entrée. Et bien sûr, les hémocultures répétées. Si on n'arrive pas à localiser le germe devant tout ce tableau-là, s'il y a un épanchement articulaire au niveau de la hanche, on va réaliser une petite ponction, soit normale, obturatrice, ou là, une ponction écoguidée. Ça se fait par des mains expertes. La radiographie, là, le chapitre de la radiographie, la radio standard, comme on a dit tout à l'heure, les radios ne sont pas évidentes. L'expression, il y a une discordance entre radio clinique, c'est-à-dire que l'expression radiologique tard par rapport à la clinique. Cependant, des éléments qui peuvent nous orienter, c'est un œdème des parties molles. Comme vous voyez ici, il y a, sur cette image-là, sur ce bassin-là, il y a des réactions, des lignes qui témoignent d'un œdème et des parties molles. L'effacement des interstices musculaires. Sur des radios qui sont de bonne qualité, nous avons des plans de clivage entre les différents plans musculaires. Mais ça ne se fait pas chez nous, chez les bizarres. Mais il y a des signes au niveau de la hanche qui sont évocateurs radiologiques. L'excentration supérieure à 7 mm entre métaphyse fémorale et ischio. Puisque la distance est métaphyse fémorale. C'est la métaphyse fémorale. Et l'ischio. La zone supérieure à 5 mm. Là, c'est évocateur. Hein. C'est un évocateur de monsieur Afrique. Carrément, il y a une subluxation de la tête. Vous voyez ici que la tête est ouverte. Par contre, là, on a l'axe du col. Il faut par le cartilage là. L'axe du col, il faut par le cartilage amiral là. Cette ligne rouge. On a la ligne rouge, il ne passe pas par le cartilage. Là, c'est un signe de subluxation de la tête fémorale. Les signes lesquels c'est les signes initiaux. Au-delà du 8e jour, à partir de la première semaine, on aura la constitution réelle des signes radiologiques et on aura des anomalies radiologiques évidentes, un type de géode métaphysaire, c'est des lacunes bénignes, une amputation, voire une disparition complète du noyau épiphysaire. Parfois, on a le noyau épiphysaire partiellement maquinge. Un décollement de le périoste, une image de fracture, un trait de fracture,
On a il y a les signes association de la métaphyse fémorale. Là, la métaphyse fémorale, la métaphyse, c'est pas la métaphyse. Elle dit par là, par rapport à la vie. Donc, vous voyez ici, où le centre cervico-obturateur, là, c'est le centre cervico-obturateur. Cervical et obturateur. On a au normal, on a le complet. On a c'est une subluxation. Alors, peut-être, on va commencer à partir en haut. Dans l'ascension sur la métaphyse, on a ascension normale, on a ascensionnée. C'est un élément qui témoigne de l'hyperpression intra-articulaire du pus et l'expulsion de la tête prochainement. L'échographie, il permet d'apprécier les penchements articulaires. Secondo, il permet de réaliser une ponction éco-guidée. Troisièmement, il permet d'apprécier l'efficacité du traitement en appréciant la quantité de pus à l'intérieur de l'articulation et du caractère épais. Troisièmement et quatrièmement, rechercher les abcès supérieurs. L'échographie, c'est un élément de suivi. C'est-à-dire, on peut la répéter. Deux paramètres. C'est la quantité de pus à l'intérieur de l'articulation. Initialement, il y a un épanchement grande abondance, moyenne abondance et de l'abondance. Il y a initialement grande abondance. Une échographie dans les premières semaines, après la première semaine, il y a une échographie. Et donc de moyenne petite abondance, c'est-à-dire que le pus il est en train de régresser. Il y a le caractère, il est épais ou la liquéfié. L'âge épais, c'est du pus, carrément. L'âge liquéfié, soit c'est un hématome, on voit des liquéfications, ou là c'est du pus qui est en train de se déconcentrer par l'action des antibiotiques et de la réaction des forces du corps. La scintigraphie, il y a une hyperfixation métaphysique, comme on a vu tout à l'heure sur la radio thalossémique. Les IRM, diagnostic difficile ou localisation difficile aussi. Concernant les formes cliniques, si on a l'âge, on a l'enfant, plus facile parce que plus coopérant. L'enfant, mais je peux me nourrissant. L'adulte, le genou les plus touchés que les plus touchés. On a le germe le plus incliné, le staph doré, rarement un gonocoque. La localisation, le genou, l'ostéoarthrite. L'arthrite touche beaucoup plus le genou, l'épaule, la cheville et le poignet. Le diagnostic différentiel, même chose que tout à l'heure, les AGI, les hémarthroses, c'est-à-dire un épanchement articulaire d'origine hématique, à l'occasion des hémophiles, ou à l'occasion traumatique, à l'occasion du non-torse du genou, le RAA, les arthrites réactionnelles. Devant le doute, tout foyer inflammatoire articulaire doit être considéré comme étant d'origine septique jusqu'à preuve du contraire. L'évolution, bien sûr, chez le nourrisson, vous imaginez un tableau sévère et il va entraîner la mort. Le processus vital, il est mis en jeu, surtout chez le premier masculin et le nouveau-né. Les éléments pronostiques, c'est-à-dire c'est la précocité du diagnostic, l'instauration du traitement et délocalisation articulaire pure ou osseo-articulaire. Tout cela permet de dire si on va bien évoluer, l'enfant va bien évoluer, si le traitement il est diagnostiqué à temps, traité à temps, et il n'y a pas de composante soit pure ou là articulaire, osseo-articulaire. Les séquelles, on aura beaucoup de séquelles. Même avec traitement, on risque d'avoir des séquelles. À type de boiterie, de luxation avec instabilité, de raideur, d'attitude vicieuse, d'ostéolyse, avec atteinte d'épiphysiodèse, de nécrose, la tête fémorale et du col, d'épiphysiodèse, luxation de la hanche, raccourcissement du membre, des ankyloses et des arthroses. C'est pourquoi, devant tous ces éléments, menaçant le pronostic vital et menaçant le pronostic fonctionnel, là, il faut être prudent et elle doit être traitée parce qu'elle ne pardonne pas. Et le traitement, concernant le traitement, c'est une urgence médico-chirurgicale. Du fait, elle nécessite un drainage qui doit se faire au niveau du bloc opératoire. L'articulation, les sièges d'un épanchement. Un épanchement, qu'est-ce qu'il fait? On doit l'enlever. D'accord? Surtout chez un nourrisson, parce que s'il n'est pas traité à temps, là, ça va foutre la merde. On va vraiment détruire le cartilage articulaire, détruire la maquette cartilagineuse et détruire le cartilage de croissance discale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après lavage avec arthrotomie, soit on déroule un abord chirurgical normal, on carrément le genou ou la hanche, on déroule l'arthrotomie, c'est-à-dire on la capsule articulaire, on et on lave abondamment, déroule un prélèvement, bien sûr, avec culture, un appât, des bactériaux. Un épanchement, on va apprécier la qualité d'épanchement, s'il est
homogène ولا inhomogène ونقدروا نفتشوا لي فوس ممبران. هذا le traitement chirurgical نقدروا نديروه soit par arthrotomie ou la arthroscopie. Arthroscopie c'est des caméras menées de trocars qu'on introduise au niveau articulaire. Bien sûr, quand on parle d'atteinte, atteinte articulaire, c'est-à-dire arthrite. Dans les cas de figure où on a une ostéoarthrite, c'est-à-dire la métaphyse ou l'épiphyse myocine ou l'articulation myocine. On a le lavage de l'articulation. Il faut traiter l'ostéomyélite. L'ostéomyélite, on va comme tout à l'heure, des trous au niveau de la cavité métaphysaire et on lave à l'intérieur. On lave abondamment, on expulse la charge bactérienne ou le peu qui est à l'intérieur. L'immobilisation, bien sûr, soit sur une hanche, soit par une traction collée, ou là par une attelle, ou là par une orthèse. Orthèse, c'est des attelles de Zimmer, là. C'est des trucs préconçus qui permettent d'avoir une immobilisation. L'antibiothérapie, initialement probabiliste, on va tous les initialement probabiliste à la spectre, on va tous les adapter selon l'antibiogramme. Et bien sûr, toujours le même concept, elle doit être maintenue en 1 mois après la négativation de la biologie et de la clinique. D'accord. En conclusion, infection, ostéoarthrite. Un élément vraiment qu'on doit surveiller avec prudence. Les dégâts sont importants pour qu'on passe à travers. S'il vous plaît, devant tout enfant suspect avec une fièvre, on n'arrive pas à localiser, on doit toujours prendre en considération une OAMA ou une ostéomyélite. L'arthrite du genou, les dégâts sont très importants, pas l'arthrite du genou, toute arthrite, les dégâts sont tellement importants qu'on ne doit pas négliger la prise en charge et elle doit être traitée comme une vraie urgence médico-chirurgicale. Surtout ne pas passer, c'est une réalité, c'est une urgence médico-chirurgicale. Je vous remercie, est-ce que vous avez des questions? Attendez, toujours dans le message. Pourquoi les enfants sont plus vulnérables? Les nourrissons, parce qu'il n'y a pas de cartilage de croissance. Pardon, parce qu'il y a une diffusion de la métaphyse vers l'épiphyse, vers l'articulation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai réexpliqué de quoi. C'est la théorie de Treta, c'est la vascularisation à travers le cartilage de croissance. Pourquoi les enfants sont plus vulnérables que assez articulés? Parce que les enfants, les articulations sont dotées de maquettes. Les épiphyses sont des maquettes cartilagineuses. C'est une maquette. Elle est en train de croître. C'est du cartilage. Le germigi, il y a de la maquette, il y a de l'os. C'est tout le démireng. Tout le gars, il va vraiment, il va venir, il va s'installer, il va foutre la guerre, il va tout détruire, ou il va laisser des séquelles pour toute la vie. Dans l'ostéomyélite, lorsqu'elle est peu prolongée, très peu prolongée, on peut trouver une insuffisance médulaire associée. Quand elle est révisible. Non, j'ai pas compris la question. Une insuffisance médulaire. Vous pouvez me poser la question, s'il vous plaît, de notre formulation, avec la formulation. Adrien Hadid, s'il te plaît, parce que le micro, Adrien Hadid, j'arrive pas à comprendre la question. Docteur, l'ostéomyélite, lorsqu'elle est prolongée, il y a le traitement inadéquat, il y a des complications, le même passage à la chronicité. On peut avoir une insuffisance médulaire réversible. Non. La synthèse de la moelle osseuse, c'est-à-dire un problème, ça va retentir sur la synthèse de la moelle osseuse, c'est ça? Le fonctionnement de la moelle osseuse. Non, ça ne va pas retentir. Non, pas du tout. Ça sera toujours la guerre, ça sera toujours le processus infectieux qui va persister. On aura une hyperleucocytose avec un processus inflammatoire, une VS accélérée, un CRP positif.
une procalcitonine élevée, mais retentissement non. Non, il n'y aura pas d'anémie, le malade. Il n'y aura pas d'anémie, des anomalies. En dehors des anomalies d'une infection. Ok, merci. Ah, ok, pas de quoi. Je pense qu'on peut lever la session. Je vous remercie d'avoir assisté. Je vous souhaite une bonne préparation pour votre examen. D'accord? Passez une bonne soirée et prochainement, Inch'Allah.